Merci beaucoup, professeur, pour cette généreuse introduction. Je suis vraiment très touché et je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui, même si le voyage était très long. Merci pour le Corim, merci pour cette institution, merci à vous tous. Avant de commencer, je voudrais vous dire quand même, professeur, que le vert et le rouge, ce sont les drapeaux du drapeau national. Et je suis très ému de voir ce drapeau marocain à côté du canadien. Dire quand même, professeur, que le vert et le rouge, ce sont les drapeaux du drapeau national. Et je suis très ému de voir ce drapeau marocain à côté du canadien. Ça fait maintenant au moins 8 ans que je n'ai pas donné de conférence à côté d'un drapeau marocain. La dernière fois, c'était justement dans les Balkans au Kosovo. Alors, sans trop tarder, je vais parler de la région. J'espère que cela ne vous donnera pas une indigestion, parce que la route est longue et la route est surtout difficile. Donc voilà. Aussi, un dernier mot. Il y aura peut-être quelques anglicismes, vous m'en excuserez, mais le texte est écrit dans le soleil californien et avec des contraintes techniques et avec l'environnement que vous connaissez. Alors, depuis la guerre du Golfe, la plupart des régimes autoritaires du monde arabe ont réussi à maintenir les structures du pouvoir qui sont en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de la décolonisation. Les acteurs espérés du changement ont été incapables de mettre en place des alternatives politiques crédibles. Des régimes qui étaient à la limite de leur crédibilité, tant sur le plan national que sur le plan international, ont pu se remodeler. Et ils ont pu maintenir leur pouvoir et leur contrôle sur la société. Nous allons donc ensemble examiner comment ces régimes ont pu faire face aux nouveaux défis et aussi explorer les nouveaux agents et les nouveaux acteurs du changement dans la région. En effet, après la chute du mur de Berlin et la Première Guerre mondiale, la guerre du Golfe, le message ou le mot d'ordre a été qu'un nouvel ordre mondial était enfin possible et que le droit international et les résolutions des Nations Unies seraient mises en œuvre systématiquement et partout, y compris en ce qui concerne le conflit palestinien. Une vague de démocratisation finirait aussi par atteindre les pays arabes, qui jusqu'ici étaient en dehors de ce processus de démocratisation qui était plus ou moins mondial. Sur le plan économique, des vastes programmes d'ajustement structurel, cela veut dire les privatisations, la réduction des subventions et toute la panoplie, toute la batterie de réformes que vous connaissez bien, ainsi que l'ouverture à l'investissement et l'encouragement à la libre entreprise, conduiraient au développement de classes moyennes en expansion. Et la logique disait, ou la rationalisation disait, comme en Amérique latine et en Europe du Sud, des élites astucieuses, imaginatives, seraient le catalyseur de ce nouveau changement qui conduirait à la démocratie. Tout cela intégrerait, ou va intégrer la région dans un processus global de développement. Nous pouvons maintenant voir les résultats décevants de ces 20 dernières années dans la région, au moins dans les domaines idéologiques, culturels, économiques, socio-économiques et politiques. Économiquement, les politiques néolibérales ont certes généré de la croissance macroéconomique, mais n'ont pas remédié aux problèmes de la pauvreté et de l'inégalité qui sont la plaie dans notre région. Les pays producteurs de pétrole, certes, débordent aujourd'hui de revenus, mais c'est plutôt à cause de l'explosion des prix des hydrocarbures plutôt qu'à une modernisation structurelle de leur économie. Les pays arabes les plus peuplés font face à de sérieux problèmes du fait d'une population nombreuse, paupérisée, problème que les politiques néolibérales économiques n'ont fait qu'accentuer. Le pays le plus peuplé dans notre région, l'Égypte, reste englué dans la dépendance envers l'aide étrangère. L'Égypte n'a pas de pétrole, mais l'aide étrangère joue le rôle d'une rente stratégique en quelque sorte. Nous n'attendons pas que ces problèmes de pauvreté et d'inégalité disparaissent du jour au lendemain.
De la même manière, nous n'attendions pas que les pays pétroliers ou qui survivent avec une économie rentière allaient changer du jour au lendemain. Pourtant, on est frappé par l'incapacité des classes moyennes à émerger comme véritables agents et comme véritables acteurs d'une dynamique sociale. Le nouveau paradigme de la libéralisation et du développement n'a pas engendré une classe moyenne plus indépendante. Nous n'avons pas observé, comme le dicte la théorie de la modernisation, le développement d'une classe moyenne qui, du fait de sa sécurité économique récemment acquise, serait politiquement plus revendicative en matière de démocratie. Le clientélisme et l'esprit de soumission propre aux relations sociales des classes moyennes dans notre région n'ont pas été cassés. Que ce soit sous la forme, dans le contexte de régime monarchique ou de régime républicain, l'État autoritaire se maintient. Bien sûr, le terme classe moyenne est très élastique au Moyen-Orient et ça fait partie d'un des problèmes. Ce problème de définition est central. Il recouvre des groupes disparates, de l'homme d'affaires à l'enseignant, de l'infirmier au boutiquier, de l'artisan au fonctionnaire, et dans certains cas, le sommet de la hiérarchie militaire est devenu lui aussi une classe moyenne avec des intérêts financiers dans des secteurs importants de l'économie nationale. Ce dernier groupe forme, avec les hauts fonctionnaires, les bureaucrates, un secteur de la classe moyenne qui est farouchement, extrêmement résistant à tout changement. Nous constatons aussi l'émergence d'une classe moyenne mondialisée. Elle comprend d'un côté des classes moyennes expatriées transnationales, à savoir les émigrés actifs dans les affaires ou les secteurs professionnels. Ils peuvent fournir à leurs familles restées au pays juste ce qu'il faut comme capital pour commencer une petite affaire.